Une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Alors je sens que j'ai pour toi, oh, l'amour au bout des doigts. Laisse-moi t'aimer. Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui c'est café, parce que ce soir c'est la finale de The Voice. Enfin vous, ça sera déjà passé quand vous verrez. Mais du coup, j'ai envie d'être en forme pour arriver au bout sans encombre. Bref, comme d'habitude, vous connaissez la chanson 4 romans lus, un point lecture. Bim bam boum, papa dans le loukoum. Et donc j'ai terminé 2 romans en physique et 2 romans en numérique. Donc je vais vous en parler de ce pas. Elle a complètement lâché la rampe. Oh, elle est en fin de vie, elle n'en peut plus, elle souffre, mais elle ne meurt pas. Comme le roseau, je plie mais ne romps pas. Et elle, ça fait un bout de temps qu'elle plie, mais qu'elle ne rompt pas, effectivement. Le premier roman que j'ai lu, c'est Disparition à Dallas de Charlène Harris, qui est le 2e tome de la saga La Communauté du Sud. Donc je l'ai lu dans le cadre du challenge Le Mois de la Fantaisie. Il fallait lire de la fantaisie urbaine. Je n'ai aucune idée si ce que j'ai lu c'est de la fantaisie urbaine parce que j'ai pas vraiment recherché ce qui en était, ce qui n'en était pas. Là, je vous ai déjà expliqué le pitch plusieurs fois parce que j'en ai parlé dans le vlog, sur Insta, en story, je ne sais plus, enfin bref. Pour ceux qui ne verront que cette vidéo, dans Disparition à Dallas, on va suivre Sookie, qui est une télépathe à côté de la Nouvelle-Orléans, dans un petit village qui s'appelle Bontemps, et qui est en couple avec un vampire, donc qui s'appelle lui Bill Stackhouse. Et en fait, donc dans le premier tome, il se rend compte, Bill, elle n'est pas encore au courant que... Enfin, elle sait qu'elle a des pouvoirs magiques parce que depuis toute petite, elle est télépathe, mais elle sait pas encore qu'il y a beaucoup de créatures magiques autour d'elle. Elle est au courant de l'existence des vampires parce que les vampires ont décidé de faire leur coming out dans ce monde un peu... En fait, c'est le monde dans lequel on vit, sauf que les vampires existent et ils vivent au grand jour, plutôt à la grande nuit, j'ai envie de dire. Mais ils se sont révélés, ils sont plus ou moins acceptés. Évidemment, il y a des gens de la population qui ne comprennent pas, qui disent que c'est des hérésies, que ça ne devrait pas exister. Donc, ils essayent de les brûler, de les mettre en plein soleil pour qu'ils meurent. Donc, il y a des petits groupes, des petites tensions qui se créent entre différentes sectes, entre différents clans de vampires. À côté de ça, il y a les changelings aussi. Donc, eux, c'est un peu des loups-garous, sauf que ça englobe tous les animaux. Ils ne se changent pas qu'en loup-garou quand c'est la pleine lune. Donc, il y a une changeling qui est une chauve-souris. Un autre, ça doit être un chien, je crois. Enfin, bref. Donc il y a plein de créatures mythiques qu'on connaît tous un peu qui vivent dans ce monde. Et Sookie donc travaille pour un clan de vampires la nuit et dans un petit restaurant le jour. Et donc dans son restaurant, elle fait rien de spécial à part servir des clients, mais elle entend leurs pensées. Et la nuit, elle travaille pour le clan de son amant, Bill, pour lequel elle essaye de résoudre un peu des enquêtes. Donc dans chaque tome, il y a une petite enquête policière, parce qu'il y a aussi un policier dans le truc, quoi. Une petite enquête policière sous couvert de pouvoirs magiques, de monstres mythiques, etc. Franchement, c'est très court, hein. Les romans doivent faire entre 200 et 300 pages. Ça se lit très très bien, enfin c'est très facile à lire, il n'y a aucune difficulté. C'est très cucu, c'est très concon, c'est très kéké, c'est très tout ce que vous voulez, mais j'aime bien. J'en ai lu que 2 pour l'instant, mais je sais que c'est le genre de lecture qui ne me prend pas la tête. Et des fois, j'ai pas forcément envie de lire, ou j'ai envie de lire, mais vraiment quelque chose en mode passe-temps, vous voyez, par habitude de lire. Et ce genre de roman s'y prête très bien parce que je peux lire sans être forcément concentré, ou même juste lire 10 pages et reposer le truc parce que c'est pas très grave. Et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de lecture, c'est vraiment une lecture passe-temps, comme on pourrait faire un coloriage qui déstresse et tout. Bah moi là c'est vraiment genre la lecture vers laquelle j'aime bien me tourner quand j'ai pas envie de lire mais que par habitude je veux lire, vous voyez. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis là. Du coup c'était un bon 2e tome parce que des fois vous savez les 2e tomes dans une saga c'est là où ça s'essouffle un peu. Là franchement c'était équivalent au premier. Après en même temps il y a genre 13 ou 14 tomes dans la saga je crois, donc ça pouvait pas trop s'essouffler tout de suite, j'ai envie de dire. C'est sympa, c'est ce que ça promet et voilà, et c'est ce que j'en attends de mon côté. Donc j'ai bien aimé ma lecture, je sais pas si je vais lire les autres, je dois en avoir 5 en e-book parce que j'avais acheté un bundle je pense où il y avait 5 e-books dedans et c'était les 5 premiers tomes. Donc là j'ai lu les 2 premiers, quand j'en aurai envie je lirai sûrement le 3e un jour ou l'autre, mais je ne sais pas quand. Et voilà, après j'aime bien, moi vous savez, tout ce qui est un peu surnaturel, genre j'étais un immense fan de Charmed dans ma jeunesse, j'oserais dire. Donc j'ai Je sais pas où ils sont. Ils sont pas à portée de main, mais j'ai les 8 saisons en DVD de Charmed. Voilà, tout ce qui est un peu pouvoir magique. Bon, alors, quoique là, c'est pas vraiment des pouvoirs magiques parce que c'est juste elle est télépathe
Et elle est en couple avec un vampire, amie avec un loup-garou. Et il y a quelques créatures magiques qui s'ajoutent au fur et à mesure des tomes, de ce que j'ai cru comprendre. Et puis ça se passe à la Nouvelle-Orléans, enfin à côté de la Nouvelle-Orléans, Louisiane, et j'aime bien cette ambiance un peu du sud des États-Unis, je vous en ai déjà suffisamment parlé, donc voilà. Petite lecture sans prétention, de laquelle je ne garderai pas un grand souvenir. Là, je l'ai lu la semaine dernière, je suis en train de réfléchir, est-ce que je me rappelle de l'histoire? Non, je ne m'en rappelle pas. Mais sur le moment, ça m'a pas déplu. Je suis aussi une immense quiche pour me rappeler des enquêtes, parce que là, maintenant, je vais vous parler du deuxième livre. Regardez, je suis un peu en mode... comment il s'appelle? Passepartout. Donc, le deuxième livre, qui est... Bon, là, j'ai la place pour mettre de n'importe quel côté la couverture. Vous préférez où? Ici? Allez. 1991, de Franck Tillier, qui est la toute première enquête de Franck Charcot, qu'il a écrit pendant le confinement et qui est sorti là tout début mai, je crois. Moi, on en avait déjà discuté, vous et moi, que j'avais lu Le Syndrome E, qui est la première enquête de Franck Charcot en collaboration avec Lucienne Bell, écrite par Franck Tillier. C'était la première fois que je lisais du Franck Tillier, j'avais bien aimé, j'avais senti que sa plume était très efficace, très rapide, même si l'enquête ne m'avait pas embarqué comme je l'aurais souhaité avec Le Syndrome E. C'était vraiment bien écrit, c'était un policier polar assez classique, mais bien ficelé. Et donc j'avais dit, je lirais probablement les 3 premières enquêtes de Charcot & Bell, vu que j'avais une intégrale où il y avait les 3. Puis là, quand 1991 est sorti, on a commencé à avoir un peu une espèce d'engouement autour du titre sur toute la blogosphère, et puis même partout, pas forcément sur YouTube ou Instagram, parce que Franck Tillier, ça doit être un des auteurs de polar les plus vendus en France, j'imagine. Moi, je sais que dans ma propre famille, j'ai ma tante qui est fan de Franck Tillier, donc il l'avait déjà précommandé aussi. Et voilà, c'est vraiment un phénomène en France. Et je me suis dit, bon, j'avais bien aimé. Là, j'avais envie de lire du polar, j'en avais... Enfin, si, je vais pas dire j'en avais pas, j'en avais plein, mais je me suis dit, bon, allez, let's go. Je l'ai pris en numérique parce que je sais que c'est pas le genre de livre que je vais relire. Bon, après, ça m'a peu fait suer de l'acheter en numérique parce que je l'ai payé entre 17 et 18 balles alors que la version papier est à 23 €, donc j'ai gagné 5 € et j'ai même pas de format papier. Mais bon. Ça me gêne surtout dans le sens où si je l'avais acheté, c'est sûr que je l'aurais prêté, j'aurais trouvé quelqu'un à qui, même ma mère ou ma soeur, ça leur aurait plu. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai bien fait de suivre le pas, de faire comme tout le monde, j'ai envie de dire, parce que c'était une très bonne enquête de Franck Tillier. Comme je l'ai dit, comme avec Le Syndrome E, c'était vraiment ficelé, c'est au carré de la première page à la page 450. Le mec sait où il va, il sait où il t'emmène, il te balade dans tous les sens entre différents coupables, entre différents lieux, entre différentes enquêtes. Vraiment, il maîtrise ça à la perfection, ça c'est indéniable. Il le fait très bien, bien que classiquement. Alors là, c'est un peu moi mon bémol, c'est que quand tu lis un Tillier, tu lis rien de nouveau. Je pense que quand t'en as lu un, tu les as tous lus. Outre le fait que tu retrouves un enquêteur récurrent, que ça te fasse du bien, que l'enquête soit différente, c'est sensiblement la même chose, j'ai l'impression à peu près à chaque fois. Donc je dis ça, j'en ai acheté un autre entre-temps et je compte m'en procurer encore 2 autres minimum. Donc je lirai, mais ça reste classique, mais très bien fait. Que dire de plus? L'enquête était vraiment sympa, donc je vais vous en dire très peu. En gros, il est question de prestidigitation, de magie, donc à la David Copperfield, à la Houdini, à la Eric Antoine dans La France a un incroyable talent, voilà. C'est de la magie. Moi, c'est un truc qui me plaît dans le sens où je trouve ça sympa. Quand j'étais petit, quand on était petit, on a tous aimé regarder les tours de magie à la télé. Donc, rentrer dans cet univers, c'était sympa. Donc ça, c'était le côté enquête. Et le deuxième côté qui est très sympa et qui fait tout l'intérêt du bouquin, c'est de mener cette enquête en 1991 au 36 quai des Orfèvres. Donc on est encore à l'époque du Minitel, donc on n'a pas de téléphone portable, on peut pas joindre n'importe qui, n'importe quand, on peut pas se repérer sur Google Maps. Vraiment, c'est une enquête au ralenti, mais qui est pas du tout lente dans le sens de la lecture, du rythme de lecture. Mais l'enquête avance beaucoup moins vite qu'une enquête en 2020-2021. Du fait des moyens techniques, technologiques qui sont beaucoup moins évolués. Je crois qu'à un moment, ils doivent demander des empreintes ou quelque chose comme ça et il faut attendre je sais plus combien de jours pour avoir le résultat des empreintes. Enfin vraiment, vous voyez, c'est tout ça. Et moi, ça m'a fait penser beaucoup parce que ça se passe juste quelques semaines avant Noël ou peut-être pendant même le mois de décembre. Oui, ça se passe en décembre à Noël. Et cette ambiance années 90 plus Noël plus la neige, ça m'a fait terriblement penser à la première scène, je crois, dans Le Père Noël est une ordure, quand Félix est déguisé en Père Noël et qu'il marche sur les trottoirs, que les gens baissent la tête, le regardent pas trop, cette ambiance un peu frénésie de Noël où tout le monde se bouscule parce que c'est le soir du 24 décembre. Et vraiment, du coup, je me suis fait cette image dans la tête dès les premières pages du bouquin du Père Noël est une ordure. Donc du coup, je visualisais très bien tout ce qui était costumes et décors parce que j'avais les costumes et les décors du Père Noël est une ordure en tête, quoi.
Et donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture, vraiment je l'ai bouffé, hein. J'ai dû le lire en 3 fois. J'ai lu sur 2-3 jours et j'ai dû lire 3 fois 100-150 pages d'affilée. Et ça se lâche pas, c'est parce que j'avais d'autres choses à faire ce jour-là, mais sinon j'aurais pu facilement passer l'après-midi le cul sur mon canapé à lire 1991 de bout en bout, tellement c'est addictif, tellement il n'y a pas de temps mort, c'était super. Et puis là il a abordé un sujet qui me plaisait un peu plus, je ne dirai rien parce que c'est spoilant. Et en plus, vu que c'est bien fait, moi les sujets, les thèmes abordés m'intéressent, c'est sûr que c'est le jackpot et le bingo avec moi. Donc un très bon cru Franck Tillier, même si c'est que mon deuxième, donc je peux pas me prononcer sur le reste de son œuvre. Mais par ailleurs, ça m'a donné envie de lire Train d'enfer pour Ange Rouge, qui est la première enquête de Franck Charcot, enfin qui était la première enquête de Franck Charcot avant que celle-ci sorte. Et La Chambre des Morts, que j'ai réussi à me procurer, qui est la première enquête, elle, de Lucienne Bell. Et pour ceux, bon, même si tout le monde le répète à tout va, ce tome est totalement indépendant de tout le reste de la série Charcot, donc vous pouvez le lire si vous n'avez jamais lu aucun Franck Tillier. Il est totalement indépendant. Ça n'apporte rien de l'avoir lu pour le reste de la saga, mais ça ne retire rien non plus. Donc c'est vraiment un tome bonus, compagnon, qui fait plaisir. Et même si vous n'avez pas envie de poursuivre la suite, vous pouvez lire que cette enquête-là et ça sera très bien aussi. Séverine de la chaîne Les Bien ce livre parle d'un confort de lecture avec Franck Tillier et c'est exactement ça. Tu ouvres le livre et franchement, je vais pas dire que t'as pas besoin de réfléchir parce que c'est quand même un polar et puis ça serait un peu négatif de dire ça, comparé par exemple au livre que je vous ai présenté avant. Là vraiment t'as pas besoin de réfléchir, c'est une enquête, mais le truc de l'enquête c'est vraiment sous couvert de fantaisie, de romance, etc. Là faut que ton cerveau il est quand même sollicité, mais tu te fais porter par l'écriture de Franck Tillier. Tu n'as pas besoin d'énergie dans le sens où faut pas être à fond concentré. Il écrit tellement bien que ça t'englobe et que ça te porte jusqu'à la fin du roman. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec cet auteur. Donc ensuite j'ai 2 petits romans qui sont en physique, tout simplement. Oh merde, non, j'ai pas pris le bon. Faut que je revienne. Je me suis planté. Bah oui, parce que à force d'acheter tous les bouquins de la même collection et qui se ressemblent, bah j'ai pas pris le bon. J'ai acheté 3 romans de la collection Iconopop chez l'Iconoclaste. Brûler, brûler, brûler. Bah, c'est écrit brûler derrière le bandeau, voilà. Brûler, brûler, brûler de Lisette Lombé, qui est un recueil de poèmes. Le joyeux dérèglement de la métrique amoureuse par Mathias Malzieu et illustré par Daria Nelson, qui est également un recueil de poèmes avec des illustrations. Je trouve ça très beau, c'est pour ça que celui-là j'ai un peu craqué dessus. Une des illustrations, c'est un espèce de collage un peu à la manière, bah là on voit pas, mais des tableaux que j'ai sur mon mur. Donc moi c'est sûr que ça allait me parler cette histoire. Voilà. Alors par contre je ne sais pas si les textes en rapport avec les illustrations, j'imagine que oui. Ces deux-là, je ne les ai pas encore lus, mais je les trouve vraiment très très beaux. Attendez, je finis mon café parce que sinon il va être froid, je m'en excuse. J'ai trop envie, regardez, là j'ai une belle tasse. Je sais pas si, oui j'en ai pas parlé, j'adore cette tasse. J'aime bien ce format de tasse un peu à l'ancienne. Je suis allé en jardinerie avec ma maman hier et elle m'a acheté un bouquet de fleurs parce que le mien il était tout fané. Et puis j'avais coupé les fleurs pour faire la photo Instagram du Clémentine Beauvais. Du coup, elle m'a racheté un bouquet. Et regardez mon vase très kitschou que j'adore. Entre le vase et la tasse, vous savez où vous mettez les pieds. Et donc, j'ai lu Décomposé de Clémentine Beauvais, qui est l'autrice de Songe à la douceur. Moi, j'ai vraiment lu aucun écrit de Clémentine Beauvais. Donc, je ne peux pas me prononcer sur l'œuvre de la dame. Il y en a un qui m'avait donné envie, je sais plus c'était quoi. H tendre, je crois. C'est un roman où il était question de Françoise Hardy et il me semble une maison de retraite. Et moi, alors, on me dit maison de retraite, je cours. On me dit Françoise Hardy, je saute, je vole, donc j'avais envie de lire les deux, mais après il y a eu des retours qui étaient plutôt moyens. Et je crois que c'est de la jeunesse slash young adulte, donc j'ai pas encore lu, et il me semble même pas qu'il existe en poche et qu'il soit en grand format. Donc si un jour il sort en poche, je le lirai peut-être, mais pas pour l'instant. Bref, donc dans Décomposé de Clémentine Beauvais, c'est une poésie, c'est un roman écrit en vers, libre, avec quelques dialogues un peu écrits sous forme de théâtre en fait, sous forme de théâtre. C'est très court, ça fait 1 page à chaque fois, mais attendez, je cherche. Évidemment, je ne trouve pas, voilà. Quelques pages qui sont comme ça, ou alors c'est Charles Baudelaire qui échange avec Jeanne, et le reste, c'est du vers libre, ou des fois les deux combinés, vous voyez. Donc là, de l'autre côté, on a du vers libre, et après, on a encore Charles et Jeanne qui discutent, et c'est comme ça tout le long du roman. Et du coup, Clémentine Beauvais s'est inspirée du poème Une charogne de Charles Baudelaire, qui est un poème qui raconte une charogne, un tas de viande ou que sais-je en décomposition le long d'un sentier, et un poète passe à côté et en fait toute une description très poétique et très élogieuse. En gros, il rend ce tas de charogne en décomposition, putréfaction, dégueulasse, il le rend beau à travers la poésie. Je n'ai jamais étudié ce texte des Fleurs du Mal au collège ou au lycée, donc je ne pourrais pas vous faire ce commentaire composé. Moi, c'est ce que j'en ai compris du peu de ma lecture, en fait, ce que j'en ressors de ma lecture. Le poème est assez long, il doit y avoir des tas de thèmes, des tas de choses, le mot est placé à tel endroit, donc ça veut dire ça, et puis si, et puis ça, et puis ah.
les bons souvenirs du bac français et de l'oral. Mais moi j'ai lu, bah là en plus je crois qu'ils le mettent même pas en entier parce que au tout début il y a 2 strophes du poème, mais de ce que j'ai vu sur internet, parce que je suis quand même allé le lire en entier, je crois qu'il était beaucoup plus long que ces 2 strophes là, ma foi. Et donc c'est très très long. Clémentine Beauvais donne la parole à la charogne, parce qu'en fait dans le texte, on n'a que le point de vue de Baudelaire. Baudelaire lui imagine une vie à cette charogne. Il imagine que c'est une femme assez lubrique, assez dévoyée parce qu'elle a les jambes en l'air ou je ne sais quoi. Et donc il donne une vie à cette charogne. Et Clémentine Beauvais, elle prend le parti pris de s'imaginer être cette charogne et de lui imaginer une nouvelle vie, de nous la faire raconter. Donc à travers son texte en vers, on va être dans la tête de Grace, qui est cette charogne en décomposition, et on va apprendre qui elle est, comment elle est devenue ce tas de charogne, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie pour en venir ici, enfin bref. Elle s'imagine toute cette vie autour de cette charogne. Et c'est vraiment super beau. Franchement, après, on peut pas comparer, je pense, Clémentine Beauvais à Charles Baudelaire, mais c'était très très beau. La poésie était très belle selon moi. J'ai vraiment pris un plaisir à lire ces vers libres, et en même temps, c'était de la poésie, mais c'était pas pompeux. C'était beau, mais voilà, c'était beau, mais pas pompeux. C'était compréhensible et accessible. C'était très féministe. Franchement, je pense que toutes les femmes plus ou moins engagées, de près ou de loin, vont se retrouver dans certains thèmes et dans certaines discussions abordées par Clémentine Beauvais dans ce texte. C'était vraiment, même moi qui ne suis pas du sexe féminin, ça ne m'empêche pas d'être féministe par ailleurs, mais je me suis senti touchée et vraiment, j'ai senti cette envie militante à travers ce texte. Et si, voilà, ça m'a donné un point de vue un peu spécial sur Baudelaire, parce que vraiment dedans, elle lui donne pas un rôle très sympa, enfin elle le fait vraiment le passer pour le machiste, après sûrement ce qu'il était, hein, j'en sais rien d'ailleurs, pour le gars machiste un peu con, envers les femmes, très comment dire, manspreading, patriarcat, on s'impose, etc. quoi. Bon, en même temps, Baudelaire il a vécu en 1840 et des bananes, donc c'est normal entre guillemets. En tout cas, c'était plus la norme à cette époque-là que de nos jours. Donc voilà, c'était très beau. Donc c'était ma porte d'entrée vers l'iconopop. Et vu que j'ai passé vraiment un excellent moment, je voulais lire à tout prix Brûler, 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 qui là, c'est un recueil de poèmes un peu plus classique, dans le sens, j'entends classique avec titre et poème, quoi. Et je me suis également procuré donc Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse de chez Mathias Malzieu. À l'heure actuelle, il n'y a que 6 parutions dans cette collection. Un écrit par Akhenaton, et les 2 autres, je n'ai plus les auteurs en tête. Mais il y en a que 6, moi j'en possède 3, et je vais probablement, très probablement lire les 3 autres, parce que c'est de la très bonne poésie contemporaine, de ce que j'en vois, très qualitative, c'est très bien fait, très beau, très belles éditions. Je pense qu'il faut saluer ce genre d'initiative. C'est vrai que la poésie c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop passer, qui à mon avis n'est pas trop vendeur non plus. Moi je ne connais pas vraiment moi-même j'en n'en lisais pas plus trop jusque là. Je lisais surtout de la poésie classique. Je ne connais pas de maison d'édition spécialisée dans la poésie, et que une maison comme l'Iconoclaste sorte une collection dédiée à la poésie, je trouve ça très louable, et c'est pour ça que j'ai envie de lire les 6, parce que de toute façon en plus les 6 ont l'air vraiment très très bons, donc voilà. Et enfin c'est tout chaud, ça sort du four, je l'ai terminé il y a quoi, allez, 2-3 heures, et ça m'en a retourné l'estomac, l'esprit, le cerveau, les larmes, tout ce que vous voulez. C'est un tout petit texte pour une grosse émotion. Et donc sans plus aucun suspense, ce titre c'est Loin de Laurent Mauvigné. Tout petit. Aux éditions de Minuit, collection double. Je vais pas pouvoir trop en dire parce que pareil, c'est encore un texte de 120 pages, donc c'est compliqué, mais déjà, on va dire, attention, je vous prépare, ça a été pour l'instant ma plus belle lecture de 2021. Ma plus dure lecture, ma plus belle. On va être en fait dans une famille avec le père et la mère et le fils, et ils ne se parlent pas. En fait, ils n'arrivent pas à se parler, ils n'arrivent pas à se comprendre. Ça se passe dans un milieu ouvrier, rural d'ailleurs. Le père travaille à l'usine, la mère, je crois qu'elle travaille pas. Et le fils est un peu oisif, il se reconnaît pas dans ce milieu rural, il ne se reconnaît pas dans ce milieu ouvrier. Lui, son rêve, c'est d'aller voir des films dans des salles obscures au cinéma à Paris et de jouer dans des films, etc. Donc il veut partir à Paris. Sa chambre est tapissée de posters d'acteurs de cinéma. Et du coup, ces 3 êtres sont totalement hermétiques les uns aux autres. Ils ne se disent rien, ils ne se parlent pas, ils se choquent, ils s'entrechoquent les uns aux autres parce qu'ils vivent tous les 3 ensemble sous le même toit. Et c'est juste par ces chocs, ces brutalités qu'ils arrivent un peu à communiquer, mais ils n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs pensées, sur leurs actions, sur leurs ressentis.
Et donc le fils décide de partir suivre son rêve à Paris, de s'installer dans une petite chambre et il travaille du coup je crois dans un bureau de tabac ou quelque chose comme ça le soir et la journée il va voir des films de cinéma. Et en fait voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Il y a cette fuite de la ruralité vers Paris qui est aussi un peu en même temps la fuite du milieu ouvrier pour aller vers un milieu plus intellectuel, plus élevé socialement, voilà, cette volonté de gravir l'échelle sociale pour le fils. Et après, il s'ensuit quelque chose. Enfin, si je vais vous le dire, en gros, quand on lit des articles ou des résumés de ce bouquin, ils en parlent. Quelques années après son arrivée à Paris, le fils, donc je ne sais plus comment il s'appelle, Laurent, je crois, Luc, se suicide. Mais à travers le prisme des mots, de la parole, du fait de dire les choses ou de ne pas les dire, le fait de regretter d'avoir dit les choses, de les avoir dit de la mauvaise façon, de les avoir dit trop tôt, de les avoir dit trop tard. C'est vraiment la parole, le mot, le secret qui est au cœur de ce texte. Alors après, c'est assez dur. Alors attendez, je vais vous montrer en gros tout le roman. C'est ça. C'est des monologues intérieurs et il n'y a vraiment aucune respiration, aucune pause. Vous voyez, hein, je vous mens pas, c'est vraiment très dense. Enfin, c'est un long soliloque. Ah non, c'est pas un soliloque parce qu'en fait, il y a 4 ou 5 voix. Et on va suivre ces 4 ou 5 personnages, donc les 2 parents de Luc, enfin le père et la mère de Luc, son oncle et sa tante qui vivent juste à côté, dont les 2 frères, enfin le père et l'oncle sont très proches, et la mère et la belle-sœur sont également très proches. Donc ces 2 couples qui sont un peu genre des aigles au-dessus de cet enfant qui le couvrent, mais pas le couver dans le sens où ils sont très protecteurs, dans le sens où il critique parce qu'il a fait ci, il critique parce qu'il n'a pas fait ça, et voilà. Et sa cousine avec qui il est très proche. Et donc c'est dans cette ambiance un peu... Enfin c'est très froid, très... Je saurais pas, c'est trop nul, je sais pas les décrire. En fait, c'est bien plus dur de parler d'un livre qu'on a aimé que d'un livre qu'on n'a pas aimé, j'ai l'impression. Parce que celui-là, je l'ai beaucoup aimé, et j'en suis sorti vraiment pas détruit, mais assez secoué. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs surtout, et le fait de devoir dire les choses. Parce que là, dans ce roman, les personnages n'arrivent pas à se parler, ils n'arrivent pas à se communiquer, et tous les monologues, c'est aussi un très beau... C'est aussi bien fait, et en même temps, je pense que c'est la volonté de l'auteur, hein, il n'a pas dû le faire par erreur. Tout le texte, c'est des monologues intérieurs, donc on est dans la tête de la mère, dans la tête du père, dans la tête du fils, de l'oncle, de la tante, où ils revivent... toutes les scènes où genre elle se rappelle qu'elle a ouvert la porte, qu'elle l'a vu, qu'il avait tel pantalon, puis elle s'est dit oh là là ça lui va pas, etc. On est vraiment dans leur tête et on voit tout ce qu'ils font à travers les yeux, toutes leurs pensées, même les pensées les plus fugaces, genre elle a pas passé l'éponge sur sa nappe, il y a une trace de café. Voilà, on est donc dans ce monologue très intérieur, donc il n'y a aucun mot prononcé vraiment oralement, c'est vraiment très intérieur. Et ce suicide qui arrive un peu parce que les gens n'ont pas su parler, parce que... les mots n'ont jamais été là, les mots n'ont pas su être dits, n'ont pas su être transmis au fils. Et après, donc, le suicide n'arrive pas à la fin, il arrive bien plus tôt dans le roman. Après, on a aussi le droit, au fait, au remords des personnages qui se disent « mais je le pensais, tout ça, pourquoi je ne l'ai pas dit, pourquoi je ne l'ai pas aidé, pourquoi je n'ai pas fait l'effort de lui parler ?» Et même la communication entre le fils et les parents ne se fait même pas oralement, alors que le téléphone existe, mais tout se fait par écrit. Le fils écrit une lettre toutes les 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Ça doit être comme les cartes postales qu'on envoie quand on est en camp de vacances. « Bonjour, je vais bien, il fait beau, à plus tard ». Et c'est vraiment ça, c'est cette incompréhension et cette incommunication. Donc voilà, très dur à prendre en main parce que je vous dis, c'est très dense. Hein. Je l'ai lu, ça fait 120 pages, j'ai dû le lire très longuement. Je pense que ça m'a bien pris 3 heures parce que on est tellement dans ce mélange de mots, de pensées, de... Tout ce qui se passe, on le voit, on est dans le cerveau de la personne, donc vraiment, oh purée, le papier peint, il se décolle. Mais si j'avais dit à mon fils qu'il avait fait ça, enfin voilà, c'est vraiment, tout est mélangé. Donc il faut vraiment être à l'affût du mot, à l'affût de la pensée, mais c'est comme dans un cerveau qui est à 100 à l'heure et qui réfléchit, il y a des tas de choses qui nous passent par la tête. Et quand c'est dans notre cerveau, ça va, mais là, on est dans le cerveau de quelqu'un d'autre, donc il faut vraiment être à l'affût du moindre mot. C'est une lecture éprouvante avec des sujets éprouvants et... moi, tant le fond que la forme m'ont plu, alors que franchement, c'est pas le genre de roman vers lesquels je me tourne habituellement. Et ce qui m'a fait l'acheter en plus, c'est vraiment un coup du sort parce que je l'ai acheté la semaine dernière justement parce qu'il était posé à côté de ceux-là sur la table dans ma librairie. Et quand j'ai pris celui-là, j'ai dû voir cette couverture. Et je sais pas pourquoi, pour moi, les éditions de Minus, c'était une maison d'édition qui était un peu spécialisée dans l'homosexualité, alors que j'ai fait quelques recherches et j'ai pas l'impression.
J'ai dû confondre avec les éditions POL, Paul, qui sont également bleues et blanches d'ailleurs. Mais quel heureux hasard, parce que vraiment, j'ai maintenant envie de lire plein d'autres livres de cet auteur. Et ça, celui-là, c'était son premier roman. Je me dis, le mec a quand même réussi à pondre ce truc qui est, selon moi, magnifique, tordant, tout ce que vous voulez. Là, je continue mes éloges. Hein. Et en premier roman, ça m'espante, ça me troue le cul, comme dirait l'autre, On est dans cette tête des gens, parfois les phrases font une page. Là, Proust n'a qu'à bien se tenir, hein, parce que vraiment, il te fait des phrases interminables. Bref, voilà, Loin d'eux de Laurent Mauvignier. Vous êtes déjà quelques-uns à m'en avoir parlé dans la vidéo précédente. Alors, j'ai lu tous les commentaires, je n'ai pas répondu parce que j'ai pas encore pris le temps, mais je réponds comme toujours à tous les commentaires. Donc, j'ai posé ça. Donc, tous les commentaires seront répondus, hein, comme d'habitude. C'est juste que je les lis au fur et à mesure qu'ils arrivent, que vous les commentez, et je me pose vraiment, parce que je les lis sur mon portable souvent, je me pose sur mon gros PC en général quand je fais les montages ou quoi, donc 1 à 2 fois par semaine, et c'est à ce moment-là que je prends le temps de répondre à tous les commentaires avec le clavier, c'est beaucoup plus pratique que sur le téléphone. Donc vous m'avez déjà donné plusieurs titres de Laurent Mauvignier sur Instagram également, je vais regarder ça prochainement et je vais en ajouter quelques-uns à ma wishlist, je pense, parce que là ça y est, j'ai cédé à la tentation de créer une wishlist, parce que jusque-là, moi je notais pas les romans, genre quand j'en voyais un quelque part, je me disais, c'est bon, c'est inscrit dans mon cerveau. Et je me suis retrouvé une paire de fois comme un couillon en librairie à ne pas savoir quoi acheter et acheter des trucs que j'avais pas forcément vu quelque chose ou qui m'avaient pas donné envie parce que j'avais nulle part où noter. Donc là, je me suis mis à ajouter les livres qui me plaisent dans une wishlist et comme ça, ça me permettra quand je dirai en librairie d'avoir un fil conducteur à suivre et ne pas me laisser tenter par des autres livres qui n'étaient pas prévus à l'achat. Sur ce, d'ailleurs, ça fait 3 jours maintenant que je me suis lancé le défi de ne rien acheter au mois de mai, enfin de ne plus rien acheter au mois de mai parce que comme vous avez pu le voir, j'ai acheté beaucoup de livres pour l'instant. J'estime que là, j'ai vraiment plus besoin de livres pour l'instant et j'en ai parlé sur Instagram. J'ai un peu ce sentiment d'être submergé par pas par ma pile à lire, mais par l'envie. J'ai beaucoup de livres qui me donnent très envie, dans le sens où, vous savez, des fois on a des piles à lire, on a des livres qu'on doit lire, mais on a peut-être plus forcément envie de le lire, ou sur le moment ils nous plaisent pas, mais on sait qu'ils nous plairont plus tard. Là, le problème, c'est qu'ils me plaisent tous et que j'ai vraiment presque tous envie de les lire maintenant. Et c'est pas possible. Et le fait d'avoir envie de lire tout ça, dès que je commence un livre, je me dis oh, je pourrais peut-être lire plutôt celui-là ou plutôt celui-là. Et du coup, j'ai eu du mal à me concentrer. Et celui-là, vu que j'avais pas le choix de me concentrer dedans, parce que sinon j'allais complètement passer à côté de la lecture, et que dès les premières pages, le lecteur est tellement impliqué dans ce procédé d'écriture qu'on peut pas faire autrement que d'être 100% concentré, celui-là m'a vraiment remis dedans. Donc là, je suis en train de lire L'Empire d'écume que je vous ai déjà présenté dans le vlog. J'en suis à peu près à la moitié, mais j'ai avancé timidement parce que j'étais très occupé pendant mes vacances. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Prochainement, qu'est-ce qui risque d'arriver sur la chaîne? Je ne sais pas. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera également un point lecture parce que là, j'ai rien de près d'avance ou d'idées spéciales. Je vous remercie encore une fois pour tous les messages, les commentaires, les likes, les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivés. On est aux alentours de 800, je crois, à l'heure actuelle. C'est toujours plus grand, toujours plus que ce que j'aurais pu imaginer. Donc, je vous en remercie. Si ce que je fais vous plaît et que ça ne vous dérange pas, je vous demande de laisser un petit pouce en l'air ou un pouce rouge, hein, si ça vous plaît pas, lâchez-vous. Non, vous lâchez pas trop parce qu'après, les gens vont plus voir mes vidéos. Mais moi, j'aime bien que la vie soit donnée. Donc, si vous aimez, mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous. Si vous voulez ne louper aucune de mes vidéos, activez la cloche. Donc, bon, ça, franchement, moi, je pense que j'ai aucun youtubeur sur lesquels j'ai activé la cloche parce que on reçoit déjà bien assez de notifications dans nos vies. Donc, abonnez-vous, partagez. Oui, le partage, c'est important aussi. Alors, vous êtes très nombreux à le faire sur Enfin, très nombreux, toutes mesures gardées. Vous êtes plusieurs à partager quand vous regardez une de mes vidéos ou quoi sur Instagram. Alors, à chaque fois, ça me fait toujours bizarre de voir ma tête sur vos écrans ou dans votre télé. En même temps, je me montre publiquement sur YouTube, donc c'est normal que les gens me voient. Mais c'est toujours un peu bizarre de voir sa tête chez quelqu'un d'autre qu'on connaît pas spécialement en plus. Donc voilà. Mais ça me fait toujours rire. À chaque fois, je vous réponds d'ailleurs quand vous faites ça. Je repartage pas toujours en story, mais je vous envoie toujours un message et ça me fait très rire et très plaisir. Sur ce, c'est beaucoup trop. Merci patron. Non, j'ai déjà chanté merci patron une fois ou l'autre. Et là, je pense qu'au début, je devais chanter Laisse-moi t'aimer de Mike Brandt. Je crois que ça a enregistré déjà. Donc, suffisamment de chansons pour aujourd'hui. Donc, la prochaine vidéo sera un point lecture. Après cela... Ah, il faudrait que je lise de la fantasy. J'avais oublié que j'étais en plein challenge, moi, de la fantasy. Je vais peut-être songer. Bah si, je suis en train de lire Empire d'écume, c'est bon.
Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude de bonnes lectures, de bonnes découvertes et d'être heureux.